Bonjour, bienvenue à la matinale association de ce matin. Nous vous remercions d'être présents pour y participer. Donc, nous allons parler de la certification Calliope dans les associations, organismes de formation. Pour ce faire, nous allons être trois intervenants. Delphine Lubrani, expert comptable commissaire aux comptes, Nathalie Elio, moi-même, expert comptable commissaire aux comptes, et Fabien Pourbex, et aussi expert comptable commissaire aux comptes, mais en plus directeur technique de la certification Calliope. Nous sommes tous membres du comité association de l'Ordre de Paris-Île-de-France. Donc, le label qualité Calliope, de quoi s'agit-il? Donc, pour en parler, nous allons évoquer le contexte et le cadre réglementaire, et puis comment préparer, accompagner les organismes de formation. Et puis, nous vous ferons un retour d'expérience sur la certification, car nous avons interviewé des structures qui ont soit obtenu la certification ou qui sont en cours de certification. Donc, pour le premier point, sur le cadre réglementaire, je vais passer la parole à Fabien, qui va vous développer ce sujet. À toi, Fabien. Merci Nathalie. Bonjour à tous. Alors, dans la partie contexte et cadre réglementaire, on va vous présenter tout d'abord le cadre juridique et la prise de naissance de la certification Calliope qui est née de la loi de 2018. Puis, en fait, on va vous présenter plus particulièrement les aspects réglementaires, l'écosystème de Calliope, bien sûr les étapes clés de la certification, l'esprit du référentiel et des chiffres clés des organismes de formation et aussi certains chiffres commenteront la partie spécifique des associations. Alors, si on rentre dans le cadre juridique de la certification Calliope, comme je vous le disais, d'abord, c'est la loi de 2018 qui est la clé d'entrée de cette certification. Donc, c'est la loi liberté de choisir son avenir professionnel. Elle crée une nouvelle obligation. En fait, désormais, tous les organismes qui dispensent des actions de formation et qui font appel à des prises en charge de ces actions de formation auprès des fonds publics, donc de l'État, des OPCO, de la Caisse des dépôts et consignations pour le CPF ou des fonds mutualisés. Dès lors qu'il y a cette demande de prise en charge, au 1er janvier 2022, ils doivent être certifiés Calliope pour bénéficier de cette prise en charge. Donc, en fait, ça s'appuie sur la mise en place d'un référentiel unique national qu'on appelle aussi le RNQ. Sa version actuelle, c'est la version 7 du RNQ, du fameux guide. Et ce guide, c'est un référentiel pour la qualité pour tous les organismes de formation qui dispensent donc des actions de formation continue ou qui entrent dans le cadre de l'alternance. En fait, pour être très précis, il y a 4 catégories, et on le redéveloppera tout à l'heure, mais 4 catégories d'actions. Il y a les actions formation continue, tout ce qui est apprentissage, les bilans de compétences et la VAE, tout ce qui est valeur des acquis par l'expérience. Alors, ce cadre juridique, il repose sur plusieurs arrêtés qui ont été pris en juin 2019, dont l'un des arrêtés définissait de manière précise les procédures d'accréditation de l'organisme de certificateur, parce qu'en fait, l'organisme de formation va se faire certifier par l'organisme certificateur et cette certification lui permettra d'avoir une certification Calliope. Alors, je me suis trompé en disant accrédité parce que l'organisme certificateur, celui qui a l'habilitation de délivrer la certification, lui, il est accrédité par le COFRAC. Et donc, en fait, à ce jour, il y a 32 organismes certificateurs qui sont publiés sur le site .gouv de l'État, le service public de l'État, dont notre cabinet, mais il y en a 32 en tout qui sont habilités. Et en fait, un autre arrêté important de juin 2019 donnait les modalités associées au référentiel national, le fameux RNQ, et dedans, en fait, ils énonçaient les 32 indicateurs qu'on reverra un petit peu plus tard de manière précise, mais cet arrêté donnait les 32 indicateurs applicables en fonction des typologies des actions de formation. Et donc, ce que je vous disais, à ce jour, on en est à la version 7 qui a été publiée le 29 mars 2021. Et ces modalités d'audit énoncent aussi le nombre de jours dans lequel l'audit va se faire,
les typologies d'audit qu'il y a, puisqu'on le verra tout à l'heure, il y a 3 natures d'audit, un audit initial, un audit de surveillance et un audit de renouvellement. Donc, tous ces points-là sont dans les arrêtés de juin 2019. Pourquoi on vous énonce ce point-là du cadre juridique? C'est que c'est important de comprendre que c'est une loi de 2018, des arrêtés de 2019, donc tout est assez récent. Alors, le cadre juridique, avec les aspects réglementaires. Un point qu'on voulait vous rappeler, qui est quand même important, c'est que les seuils pour les organismes de formation qui dépassent certains seuils ont l'obligation d'avoir un commissaire aux comptes. Alors, les seuils, on a la loi Pacte en tête, mais les seuils restent ceux qui sont énoncés ici au titre des organismes de formation. Donc, en fait, le bilan, c'est 230 euros de bas de bilan. Le chiffre d'affaires, qui n'est pas uniquement le chiffre d'affaires de la formation, mais le chiffre d'affaires de l'ensemble de l'entité juridique qui porte la formation, c'est 153 000 euros et les effectifs de la structure, 3 salariés. Donc, en fait, ça, c'est le fameux article du Code du travail qui rappelle les seuils qui sont toujours en vigueur. Ensuite, il y a un arrêté du 7 décembre 2020 qui donne une nuance dans les modalités d'audit, de réalisation des audits auprès des organismes de formation. En fait, l'audit initial, par nature, il doit être sur site. Mais l'arrêté du 7 décembre 2020 a permis que l'audit initial soit à distance, c'est-à-dire que l'organisme qui réalise l'audit le fasse avec des moyens techniques à distance. Mais dans ce cas-là, s'il réalise cet audit initial à distance, l'audit de surveillance, qui a lieu, on le verra, entre 14 et 24 mois, se réalise, lui, sur site. Et puis après, on a voulu vous partager aussi un autre aspect réglementaire important, qui est l'arrêté du 1er février 2021, qui, lui, donne la liste qui dit que la liste de l'ensemble des certificats Calliope sera publiée et actualisée constamment au 1er janvier 2022. Donc, en fait, il y aura une liste publiée à partir du 1er janvier 2022 sur le site de l'État de .gouv. Donc, ces aspects réglementaires et juridiques rappelés, on voulait vous préciser l'écosystème de la certification Calliope. En fait, c'est une règle qualité qui s'appuie sur l'ISO 17065. L'ISO 17065, c'est une norme qualité qui est une norme de l'amélioration continue. Donc, en fait, dans la mise en œuvre de la certification, il y a 3 acteurs forts dans la mise en œuvre de la certification. Après, il y a ceux qui la contrôlent, mais il y a trois acteurs forts qui sont la DGEFP, qui est l'autorité responsable de la certification et qui est garante aussi d'une marque Calliope qu'ils ont développée et donc dont ils sont dépositaires. Il y a le COFRAC, qui est la structure nationale qui garantit la conformité du dispositif de la norme 17065 et du bon respect par les organismes certificateurs de l'application des différentes règles définies. Et donc, il y a les fameux organismes certificateurs que je vous ai dit tout à l'heure, les 32, qui délivrent la certification, donc qui vont auditer les organismes de formation. Donc, en fait, ça, c'est le cadre général pour les organismes certificateurs. Il y a un cas particulier. Il y a pour certaines instances de labellisation qui peuvent passer par d'autres créneaux, mais on ne le développe pas dessus. Ensuite, ce qu'il faut retenir dans l'écosystème, c'est c'est pas parce qu'il y a le certificateur Calliope qu'il n'y a pas d'autres contrôles qui existent. Et donc, ces autres contrôles, il y a le maintien du contrôle de la qualité des financeurs. Donc, les financeurs ne sont pas du tout exonérés des contrôles qu'ils faisaient, des contrôles qualité sur les actions qu'ils financent. Et d'ailleurs, sur le site de France Compétences, qui est un acteur important qui est sous l'égide de la DGEFP, cet acteur important a rappelé que la Caisse des dépôts et consignations est en cours de contrôle sur le financement du CPF et donc de tout ce qui est de plusieurs actions qui sont dessus. Pour rappel, il y a 23 000 actions référencées à la Caisse des dépôts et consignations et 14 000 organismes de formation qui sont référencés dessus. Et ben, ils vont contrôler plusieurs organismes de formation, qu'ils soient ou qu'ils ne soient pas certifiés Calliope. Voilà. Donc là, les modalités de contrôle à retenir, on n'est pas dans un environnement qui est uniquement Calliope. Il y a d'autres intervenants externes. Oui, alors bonjour à tous. Merci Fabien pour tout ce cadre juridique. Mais finalement, c'était quoi la nécessité de tout ce cadre juridique avec cette mise en place de Calliope? On aboutit à quoi avec ce cadre?
Alors Delphine, tu as raison de rappeler, bon, on rappelle le juridique, mais on aboutit à quoi in fine? Vous l'aurez entendu, le premier terme de la loi, c'est une notion d'obligation. Donc en fait, si l'on souhaite bénéficier d'une prise en charge des actions de formation que délivre l'organisme de formation par des fonds publics ou mutualisés, et on rentre dans un phénomène d'obligation, puisqu'au 1er janvier 2022, si on n'est pas certifié Qualiopi, on ne pourra plus rendre éligibles ces actions de formation à des remboursements par l'État, donc par les fonds publics. Donc en fait, pour redonner la genèse, sans rentrer de nouveau dans tous les articles de loi, mais pour redonner un petit peu la genèse, vous avez bien compris, la loi de 2018, en juin 2019, définition de 7 nouveaux critères qualité à respecter. Donc on va les voir après. Ces critères sont très importants parce qu'ils vont influencer toute l'organisation des organismes de formation, ou en tout cas donner une clé de relecture de ces organismes de formation dans la façon dont ils fonctionnent. Et c'est là où les experts comptables vont être importants dans leur rôle pour la gestion de l'organisation des organismes de formation. Ensuite, accouplé à ces 7 critères, tout de suite en même temps, parution des 32 indicateurs que je vous évoquais en juin 2019. Donc, les 32 indicateurs sont repris de manière détaillée dans le fameux guide RNQ version 7 de mars 2021. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'environnement s'amplifie puisqu'on a déjà une plateforme qui se crée en octobre 2019 avec la plateforme dédiée pour la gestion du CPF, la plateforme sur laquelle il faut rendre éligible à la fois son action et se faire référencer dessus. Donc là, les temps sont un peu longs en ce moment pour pouvoir y accéder. Et puis après, cette fameuse date qui crée l'obligation de la certification qualité pour ceux qui veulent rendre éligible le financement de leurs fonds, la prise en charge de leurs actions de formation. Donc en fait, pour répondre à ta question, Delphine, c'est vrai que ces échéances sont toutes récentes, puisqu'en fait, les premiers, on le verra dans les statistiques, mais les premiers audits sont pas si vieux que ça, c'est 2020. Donc en fait, les premiers certifiés sont certifiés en 2020 et ça monte en puissance, mais ça reste une certification avec une obligation qui arrive sous peu, puisque dans moins de 4 mois, et avec des délais qui se restreignent. Donc en fait, il faut bien comprendre qu'on est dans un environnement qui va changer le circuit du financement de la formation. Alors, on peut le voir juste après. Donc, dans l'esprit du référentiel qualité, là, je vais vous commenter un petit peu le point important de ce nouveau circuit de financement qui est initié depuis 2019. En fait, bien sûr, ce que vous allez retenir, c'est que ce financement, pour y accéder, il est conditionné à la certification Qualiopi. Donc, en fait, comme ce qu'on vous présente dans ce slide, c'est les financements publics ou mutualisés. Donc, ça veut dire que pour y accéder, il faut être certifié Qualiopi au 1er janvier 2022. Sinon, vous pouvez tout à fait continuer votre activité, mais ça sera avec des fonds privés. Et donc, dans ce cas-là, on le verra dans les statistiques, mais il y avait à peu près 55 000 organismes qui étaient data-dockés, donc qui allaient vers les fonds publics. Donc, si vous n'allez pas vers les fonds publics, vous allez vers les fonds privés. Et vous pouvez faire du mix, bien sûr. Alors, donc l'ensemble des organismes devront justifier de ce référentiel en obtenant la certification de l'organisme certificateur qui est indépendant, donc les 32. Donc, le nouveau circuit, c'est lequel? Vous voyez que désormais, la collecte à travers la CUFPA passe à terme. Là, elle est encore en mixte avec les OPCO, mais à terme, ça sera les URSSAF qui vont faire la collecte du 100% de l'ensemble. Puis, donc l'entreprise versera sa collecte sur la formation continue, du moins la formation professionnelle à l'URSSAF. Ensuite, France Compétences fera des répartitions. Et là, on voit, et vous le retrouverez dans les slides, si ce n'est pas très lisible, mais vous le retrouverez dans les slides qu'on vous donnera, les différentes modalités d'accès au financement. Donc, en fait, vous avez, à travers le Conseil en évolution professionnelle, les accès aux organismes CEP. Vous avez, à travers le CPF ou le CPF de transition, les accès à la fameuse caisse des dépôts et consignations que je citais tout à l'heure, à travers les contrôles qu'ils font aussi en ce moment. Vous avez d'autres accès, vous avez l'État à travers les plans d'investissement, les fameux PIC, donc les conseils régionaux, Pôle emploi et autres dispositifs publics vous permettent d'accéder à ces fonds-là à travers les fonds de la formation professionnelle. Vous avez
un point qui est important. Dans le dispositif d'accès, les entreprises de moins de 50 salariés ont toujours la possibilité de consommer leur CUFPA à travers des dépenses de formation professionnelle, ce que ne peuvent plus les plus de 50 salariés. Mais les moins de 50 peuvent toujours le faire, donc en rendant éligibles directement auprès de leurs OPCO les dépenses de formation. Puis vous avez l'alternance qu'on retrouve à travers les OPCO et les régions. Et vous avez la partie de ce qui concerne les écoles de formation initiale qui récupèrent une partie des 13% du 0,68. Donc en fait, on voit qu'il y a un éventail assez large de fonds publics ou mutualisés sur lequel les organismes de formation peuvent aller rechercher des fonds. Donc ça va faire partie de l'ingénierie d'accompagnement pour l'équilibre financier des organismes de formation, sur lequel les experts comptables vont devoir être vigilants quand il y aura ce changement, si c'est une nécessité d'aller vers les fonds publics, d'identifier quels sont les fonds publics les plus adéquats pour l'organisme de formation. Donc ce nouveau circuit de financement, il est, vous le comprenez, en pleine évolution aussi, puisque là, dans le slide, vous voyez URSSAF, mais les OPCO sont toujours bien présents. Et donc, en fait, vous avez des acomptes, tout est en cours en ce moment, hein, puisque c'est une transition progressive. Mais ce qui est certain, c'est que les organismes de formation, pour bénéficier de ces fonds et rendre éligibles leurs dépenses de formation aux fonds publics, eh ben, en fait, il faut qu'ils soient certifiés Calliope au 1er janvier 2022. Donc, et alors, ces organismes qui étaient déjà Datadoc, au final, la différence avec Calliope, c'est quoi? Très bonne question. Alors, oui, on pourrait se dire, bon, ben voilà, un environnement réglementaire, une nouvelle loi, et in fine, c'est ni plus ni moins un référentiel qualité, mais c'est plus ou moins la même chose que Datadoc mis sous un certain formalisme. Alors, oui et non. Oui, parce qu'en fait, c'est pas non plus une révolution qui met tout par terre du mode de fonctionnement de l'organisme de formation, heureusement. Donc, en fait, vos associations que vous auditez, sur lesquelles vous avez des missions en expertise, vont pas changer complètement leur activité ni ce qu'elles faisaient. Mais en fait, c'est une norme qualité. Datadoc, ce qu'il faut retenir, c'était une plateforme sur laquelle vous déposiez des process que vous partagiez avec la plateforme, et la plateforme validait ou ne validait pas le process, ce qui est un peu fait encore à l'heure actuelle avec la CDC et le CPF, ce qui est encore fait sur certains dispositifs. Mais là, rentre en une nouveauté, c'est que dans le dispositif de la loi de 2018 qui a mis en place la certification Calliope, il y avait deux notions fortes, une notion d'audit et une notion de process qui était couplée sur la notion du fameux guide RNQ V7. Audit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, derrière désormais le dispositif Calliope, vous allez avoir des auditeurs qui vont venir dans les organismes de formation, donc auditer vos clients associatifs, et ils vont vérifier que leur process, annuellement, on va dire le rythme, c'est pas tout à fait annuel, mais c'est à peu près ça, annuellement, ils vont revenir pour vérifier la bonne application, les évolutions de ces process et la conformité au regard du guide RNQ. Donc en fait, je vais vous prendre quelques exemples pour vous montrer la différence entre Datadoc et Calliope. En fait, le maître mot, et c'est le mot que vous retrouvez dans le fameux guide RNQ, c'est démontrer. Et donc, ce n'est plus seulement déclarer. Donc, démontrer, ça veut dire que, en fait, l'organisme de formation va devoir avoir des process sur lesquels il va démontrer qu'il les applique bien. C'est des process avec lesquels il vit au quotidien. Donc, ça veut dire que si c'est subi, ces process, s'il les a fait uniquement pour faire plaisir l'organisme certificateur et qu'il n'arrive pas à en vivre, alors là, ça va être très difficile dans l'alliance. Donc, il y aura tout un accompagnement des experts comptables en conseil pour pouvoir les aider à s'approprier en fait l'ensemble des process qu'ils ont bâtis ou relus pour pouvoir faire en sorte que ces process soient vécus et surtout pas subis. Alors, je vais vous prendre un exemple, par exemple, sur la qualification professionnelle des formateurs. C'est un des indicateurs. Dans les 32 indicateurs, il y a un indicateur sur est-ce que vous vérifiez que vos formateurs sont toujours au bon niveau dans la délivrance de l'animation de la formation qui est faite par l'organisme de formation. En Datadoc,
en fait, ce qu'on demandait, c'était la capacité de l'organisme de formation à produire et à mettre à jour une CVTech, une base des expériences et qualifications des formateurs. Donc, on demandait, montrez-moi que vous avez ça. Dans le référentiel RNQ, donc dans le nouveau référentiel Calliope, en fait, le prestataire va déterminer, donc c'est bien sûr qu'il aura une CVTech, il aura toujours ça, donc ça, il ne le jette pas, mais il va déterminer, il va mobiliser et évaluer les compétences des différents intervenants internes et ou externes. C'est-à-dire qu'en fait, il va montrer à travers une petite réunion, un petit comité de temps en temps, ou une organisation d'accréditation des nouveaux formateurs, ou pourquoi il se sépare d'un formateur à un moment donné. Voilà, il va créer une dynamique avec un process qu'il doit montrer, sur lequel il montre que la qualification professionnelle des formateurs est réel et sur lequel, en fait, ce n'est pas j'ai une CVTech et donc je sais que Nathalie et Delphine sont des sachants du monde de Calliope et donc je peux à 100% les mettre en avant dans une formation. Non, je vais aller plus loin et je vais essayer de voir comment je peux intégrer, en fait, pourquoi j'ai choisi Nathalie et Delphine et puis quel est le rythme que j'ai. Donc ça, c'est pour vous montrer un point. Si je reprends un autre, je prends un autre exemple. Par exemple, dans Datadoc, je devais décrire et attester de l'adaptation et des modalités pédagogiques aux objectifs de la formation. Ça, c'est un point très important. On le retrouvera après. Dans les premiers indicateurs, on doit montrer que objectifs, contenu et évaluation sont bien liés. Dans le référentiel, eh ben, en fait, on doit bien montrer le lien de l'évaluation avec les objectifs opérationnels. Dès le début, on dit, vous avez défini des objectifs, ils sont opérationnels, vous devez montrer qu'ils sont évaluables. Donc, en fait, ce point-là est très important. S'il y a une dichotomie entre objectif, contenu et évaluation, ben on voit que la formation n'est pas dans un process adapté. Et donc là, on va inviter l'organisme de formation à montrer des axes d'amélioration dessus. Voilà, donc j'espère, Delphine, que j'ai un peu illustré le point de différence entre la Datadoc. Retenez que ce n'est pas que c'est le maître mot, c'est une démonstration. Donc en fait, avec des processus derrière. Donc c'est vrai que Nathalie, on se dit bon bah voilà, on parle du juridique, on parle de la différence, mais derrière, en combien de temps cela se réalise? Alors, ce que vient de dire Fabien, c'est qu'effectivement, il y avait des contrôles réguliers qui étaient réalisés sur ce nouveau critère qualité. Et en fait, ça se déroule en 3 ans puisque la certification Calliope est acquise pour 3 ans. Donc, on va avoir l'audit initial, hein, qui peut être sur site ou à distance. Et puis au bout, en général, c'est au bout de 18 mois, mais en fait, c'est entre le 14e et le 22e mois. Il y a un audit de surveillance qui va être réalisé par l'organisme certificateur pour venir s'assurer que les outils mis en place fonctionnent, que ce qui avait été annoncé comme élément permettant de suivre tout le processus de réalisation de la formation est bien mis en place et bien efficient. Et au bout de 3 ans, eh ben, il y a l'audit de renouvellement puisque c'est la fin de la durée de la première certification et donc il faut renouveler cet agrément et donc repasser à nouveau un audit de renouvellement qui lui sera sur site si l'audit initial a été à distance. Voilà. Pour continuer. Nathalie, on évoque tout ça, mais alors, pour toute l'Assemblée, combien de chiffres, combien d'organismes sont concernés par tous ces chiffres? Quelques chiffres. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a en gros 106 000 organismes de formation qui ont un numéro d'agrément à fin août 2021. Et sur ces 106 000, il y en a à peu près la moitié, 55 000, qui sont référencés Datadoc.
Donc, ce qu'on constate par rapport à la certification Calliope, puisqu'on s'est posé la question, est-ce que tous les Datadogés souhaitaient passer en Calliope ou pas? Et en fait, on se rend compte que aujourd'hui, enfin au 15 juin, il y avait seulement 20 000 organismes qui étaient en cours de certification, dont 10 000 avaient obtenu la certification et donc 9 003 restaient en cours. Donc, on est à moins de la moitié des organismes qui, au 15 juin, avaient fait la démarche. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont encore jusqu'à la fin de l'année pour faire, et on se rend compte là sur les chiffres là qui approchent que beaucoup d'organismes en fait commencent à se mettre en marche, et donc ce nombre va sûrement augmenter d'ici la fin de l'année et même début 2022. Après, la répartition par nature des organismes de formation, ce qu'il faut savoir, c'est que, en gros, les organismes de formation, plus de la moitié sont représentés par les entreprises, hein, qui sont organismes de formation. Les associations, il y a que 11 600, alors c'est des données de 2018, on n'avait pas de données plus récentes, mais en gros, il y a autour de 12 000 € associations, organismes de formation déclarés. Et puis après, on a des formateurs individuels, hein, qui sont de l'ordre de 19 000, et puis des organismes de formation publics ou parapublics. Le chiffre d'affaires global de l'ensemble des organismes de formation représente quand même 15 milliards d'euros en formation continue, et l'ensemble des fonds gérés par les OPCO, etc., représente plus de 22 milliards. Donc, on est quand même sur effectivement des activités importantes avec un volume de financement important. Donc, nous allons passer à la deuxième partie qui est par rapport à ces exigences qui vont maintenant être demandées aux organismes de formation, et notamment au secteur associatif, comment préparer, accompagner au mieux ces organismes. Donc, pour cela, Delphine va prendre la suite et nous dire un petit peu comment on peut aider les structures à se mettre en ordre de marche. Oui, alors sur cette partie, hein, on va voir finalement comment préparer l'entité en amont, et notamment comment l'expert comptable peut accompagner l'entité à se poser les bonnes questions dans le cadre de cette certification. On aura ensuite une partie sur les processus internes, hein, puisque Fabien l'a évoqué, hein, c'est important de finalement comprendre ces processus, puisqu'on va devoir apporter des preuves, et sur quoi Fabien reviendra sur l'ensemble des critères à respecter dans le cadre de cette certification. Et puis, une fois qu'on aura accompagné l'entité en amont, on a aussi une possibilité de l'accompagner tout au long de la mise en place de ces différents processus. Alors, quelles sont les questions, hein, que l'entité peut se poser, et comment l'expert comptable peut aider cette entité à se poser les bonnes questions, hein? C'est l'entité qui aura les réponses. En tous les cas, on peut l'aider à apporter les réponses, mais c'est elle qui les aura. C'est finalement pourquoi se lancer dans cette certification. C'est important de comprendre l'activité de l'entité. Est-ce que l'organisme ou l'association dans son ensemble exerce une activité de formation, ou est-ce que cette activité, c'est une activité accessoire? Donc ça, c'est pas négligeable, hein. Fabien l'a évoqué aussi tout à l'heure, les notions de seuil et d'obligation de commissariat aux comptes. Également, des questions importantes, c'est quels sont les financements, quelles sont les ressources? Est-ce que l'entité doit être certifiée pour rester éligible au financement qu'elle a habituellement, ou est-ce qu'elle veut aller en chercher d'autres ou pas? Et donc, au final, quels seraient les risques de cette non-certification? Donc ensuite, si elle décide de se lancer dans la certification, c'est comment elle va se lancer dans cette certification. Est-ce qu'elle était déjà Datadoc, hein? On l'a vu, ça aide quand même d'avoir été déjà certifiée Datadoc. Ensuite, par rapport à ce qu'on évoquait sur l'activité accessoire ou pas, finalement, est-ce que c'est préférable de placer cette activité dans une autre entité, ou est-ce que on va s'associer à d'autres pour être plus gros
pour être certifiés ensemble. Est-ce que la notion de pré-audit est importante? Et on le verra, oui, elle est sans doute assez importante pour se préparer à la certification. Hein. Ça va permettre déjà de bien comprendre le sens des différents indicateurs du référentiel et puis voilà, de corriger toutes les non-conformités que l'entité aura repérées. Et puis, les processus internes, ils existent, en général, ils existent, mais ils ne sont pas forcément formalisés, ils ne sont pas maîtrisés. Donc là, le rôle de l'expert comptable, ça va être d'aider à la mise en place de la formalisation et puis de communication à l'ensemble des salariés éventuellement. Alors, je vais reprendre la main puisque Delphine a énoncé en fait tout ce qui était processus interne aussi dans la réflexion que l'expert comptable doit aussi se poser. Et en fait, j'ai vous détaillé un petit peu les 7 critères de donc cette fameuse certification Calliope. Par contre, Nathalie sera garante du temps. Si jamais je détaille trop, on verra bouger le slide. Donc, en fait, le point important que vous compreniez, c'est que l'expert comptable va avoir un rôle très important dans la structure pour lui donner la confiance qui est nécessaire dans une conduite de changement et puisque c'est une nouvelle norme et donc il y a bien sûr un changement et puis que l'association, la structure associative qui porte la formation dans son activité adhère complètement dans ce changement. Alors, les 7 critères, quels sont-ils et comment ils vont influer sur le processus interne de l'organisme de formation? Le premier critère, qui est le critère d'information. C'est un critère, alors le slide que vous voyez, en fait, les thématiques qui sont sur la gauche, le premier par exemple, c'est les conditions d'information du public, ce sont ni plus ni moins les reprises des informations qui sont mises dans le guide RNQ. Le critère, c'est les fameux 7 critères, et le nombre d'indicateurs, c'est qu'à l'intérieur de chaque critère, vous avez une décomposition qui sont sous forme de questions sur lesquelles on attend que l'organisme de formation réponde correctement dans le cadre de sa démonstration de la démarche qu'il a mis en place et surtout qu'il pratique et qui est proactif. Alors donc, dans le premier critère, informer. Qu'est-ce qu'on attend de l'organisme de formation? On attend qu'en fait, il donne une information constante au public, actualisée, puisqu'on est une norme qualité. Donc, ce qu'on ne veut pas, c'est avoir des vieilles formations qui soient mises en ligne, etc. Et ça, c'est les formations update et actuelles qui sont mises en ligne. Donc, toutes les prestations et avec des informations spécifiques. Et donc, en fait, dedans, vous allez retrouver dans les 3 indicateurs, le premier, par exemple, alors des choses qui sont de la vie courante des organismes de formation, mais sur lesquelles ils doivent communiquer correctement. Ça veut dire que dans les process, ils vont relire un petit peu ce qu'ils font au quotidien et puis compléter éventuellement. Alors, pour être très précis, l'indicateur 1 du critère 1, donc l'indicateur qui est dans informer, celui-là énonce de manière précise qu'il attend plusieurs thèmes qui doivent être reprises dans la conduite de l'information auprès du public. Et ces thèmes sont lesquels? Il demande que les prérequis pour une formation soient indiqués, c'est-à-dire pour la formation de ce jour, y avait-il des prérequis? Oui, non. Fallait-il être expert comptable, un organisme de formation, etc. Donc, on définit les prérequis et ça doit être lisible. On définit les objectifs. Donc, objectif, ce terme, et pas à prendre à la légère, puisqu'il va être conditionné aussi après derrière à la notion de contenu pédagogique et un objectif évaluable. Ensuite, vous avez la durée de la formation, les modalités et les délais d'accès, la tarification de la formation, les contacts, les méthodes mobilisées, les modalités d'évaluation, l'accessibilité aux personnes handicapées. Voilà, donc ces thèmes-là, c'est pour vous donner une illustration, mais ces thèmes-là, que vous allez retrouver si vous allez sur n'importe quel site d'un organisme de formation qui est Calliope à ce jour, vous allez voir que leur communication a changé et qu'ils mettent ces thèmes-là à chaque fois en exergue. Alors après, chacun le met avec une publication qui lui est propre, mais chacun va le mettre en avant pour bien répondre aux exigences de Calliope. Et ça veut dire que derrière, le public va être informé. Pourquoi il est informé et pourquoi ce degré d'exigence dès l'entrée? Parce qu'en fait, c'est une norme de l'amélioration continue. Ce qui veut dire que derrière, on attend que le public, une fois informé, soit en capacité de jauger la qualité de la formation qui a été donnée
par l'organisme de formation, et les financeurs ont ce même droit. Plusieurs acteurs vont avoir le même droit de se positionner sur oui, c'était bien, non, c'était pas bien. Donc indirectement, c'est une clé d'entrée du démarrage. On ne prend pas les bénéficiaires en défaut, ils savent dans quel champ ils interviennent pour la formation et ils en ressortent heureux parce qu'ils ont reçu une très bonne formation. Donc en fait, ces indicateurs sont importants dès le démarrage. Donc la formation va mettre en avant l'organisme de formation, mais ça veut dire que dans la conduite du changement, il faut que si c'était fait de manière tacite et habituelle, eh bien, ça doit être relu. Il y a un comité pédagogique, il y a une commission de gouvernance et il y a l'expert comptable qui vont aider à cette bonne prise en compte de l'information. Ce qui veut dire qu'un des axes clés, ça va être l'informatique et le site Internet. Ça veut dire que si l'organisme de formation n'était pas outillé, était dans la publication papier, ce qui est tout à fait possible de rester en l'état, il n'y a pas de problème, on peut conserver la notion papier. Mais par contre, c'est vrai que pour ne pas subir éventuellement ce qu'on pourrait qualifier d'une lourdeur dans l'information, ben, l'informatique peut être une source de relais. Après, c'est certain qu'ils vont devoir trouver des axes d'optimisation de leur circuit de l'information, et donc c'est là où ça peut être important. Donc l'information, critère 1. Critère 2, la conception. Alors conception, c'est quoi? C'est l'identification précise des objectifs des prestations. Donc, vous voyez le terme objectif, je ne fais que insister dessus, mais c'est vrai que en tant que directeur technique Calliope, si vous voyez, on a déjà vu les 3 premiers indicateurs sont informés, et dès le 4e, on est au terme objectif. Sachant que déjà dans le premier informé, il y avait le terme objectif. Donc, en fait, les objectifs des prestations proposées et donc l'adaptation des prestations avec les contenus au public bénéficiaire lors des conceptions des supports doivent être en lien, c'est-à-dire qu'on doit avoir une conception pensée pour que, en fait, dans l'animation de la formation, on ait une volonté de savoir si le public a acquis les connaissances qu'on voulait lui donner. Donc, en fait, la conception est très importante. Ça veut dire qu'on va l'évaluer de temps en temps. On va mettre des zones d'évaluation à travers des quiz, à travers toutes les thématiques, les supports que vous voulez pour pouvoir animer une formation. Mais ça veut dire que derrière, l'organisme de formation va devoir démontrer qu'il il vérifie que l'ensemble des objectifs sont opérationnels et évaluables. Donc, en fait, les contenus de la formation, tout ça. Alors, Calliope ne rentre pas du tout dans la nature des contenus, c'est-à-dire que ce n'est pas un audit d'un référentiel de contenu, de référentiel pédagogique. Ce n'est pas ça. C'est vraiment une notion administrative et de process qui est derrière, mais ça veut dire que l'objectif, il est énoncé vis-à-vis du public sur un site. Le contenu, ben, souvent, il est donné à la fin de la formation, donc il est en lien avec l'objectif. Et les jeux de test, ils ont porté normalement sur le contenu qui était en lien avec les objectifs. Donc, ça veut dire que la conception est importante. Donc ça, c'est vrai, pareil, dans l'accompagnement, il y a des outils qui sont dédiés, il y a des éditeurs qui sont en train de se mettre en place sur la place pour essayer d'accompagner les organismes de formation. Il y a des clés de relecture pour accompagner nos clients à bien faire attention, à bien concevoir et répondre à cet indicateur. Ensuite, il y a la mise en œuvre. La mise en œuvre, vous voyez qu'il y a 8 indicateurs sur la mise en œuvre. Donc, en fait, la mise en œuvre, elle est importante puisqu'elle, la certification Calliope, c'est bien un audit. Donc, l'audit, c'est bien du recoupement de l'information. Donc, c'est plusieurs fois une répétition des items. Donc là, dans la mise en œuvre, on vérifie l'adaptation au public bénéficiaire des prestations, c'est-à-dire qu'en fait, si jamais vous aviez mis des prérequis ou si jamais vous avez fait une analyse du besoin avec le bénéficiaire, ben, on vérifie que vous avez fait à la fois au niveau administratif, que les lieux sont là pour accueillir les personnes, quelle que soit leur capacité, et que la partie pédagogique, si jamais vous faites de la projection, en tout cas que les salles sont adaptées pour le matériel pédagogique, que le formateur connaît son support. Voilà, la mise en œuvre, ça va être tout ce qui est l'adaptation de la prestation qui va être nécessaire à la bonne réalisation de la prestation. Donc ça, vous voyez, on n'invente pas un nouveau cœur de métier déjà. C'est une répétition de ce que font les organismes de formation, mais par contre, ils vont devoir le démontrer. Et c'est ça qui est important. Ça veut dire que l'écriture du process, ça va être là où l'expert comptable va devoir les accompagner aussi quand ils sont. Vous avez vu les chiffres, hein, 10 000 organismes certifiés au mois de juin, mais les données du mois de septembre vont bientôt arriver, mais 10 000 au mois de juin. Donc, ce qui veut dire que
sur 55 000, si c'était 55 000 data dockés ou même si c'était la moitié, on est très loin. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un rush un petit peu sur la place et donc, en fait, des besoins de conseils et d'accompagnement parce qu'il y aura un peu une perte de repères. Et puis, c'est ce que disait Delphine, j'y vais ou j'y vais pas. Donc, en fait, tout ça, c'est là où on les aide aussi à se dire, mais c'est pas inatteignable en soi, puisqu'en fait, c'est des clés de lecture. Donc, si je vais à l'indicateur, au critère 4, maîtriser les moyens. Maîtriser les moyens, c'est tous les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement. Donc, en fait, là-dedans, il y a une nouvelle notion qui apparaît, c'est les notions d'intervenants internes et externes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que dans tous les moyens, vous pouvez avoir du personnel qui est dédié au cycle de la formation, des sous-traitants, donc des externes, et puis vous pouvez avoir aussi des bénévoles. Dans le monde associatif, on peut avoir beaucoup de bénévoles qui vont être des formateurs et qui vont accompagner et délivrer une formation au sein de l'association en tant qu'organisme de formation. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir maîtriser les moyens, donc les process qui sont divulgués auprès de l'ensemble des formateurs par l'organisme, l'association, eh ben, doivent être maîtrisés et ils doivent avoir, donc c'est un jeu de va-et-vient, c'est-à-dire qu'ils envoient des kits de formation pédagogique auprès des intervenants et puis ils vérifient que ces kits sont bien appropriés. Il y a peut-être éventuellement des petits temps de formation à faire auprès des intervenants pour que chacun s'approprie en se disant pas de grands changements, mais attention, ça on ne le faisait pas, maintenant on va le faire. Donc ça veut dire qu'on vous demande de bien faire ça et de nous rendre compte de ces points-là. Donc ça c'est le critère 4, l'adéquation des moyens pédagogiques. Donc la maîtrise des moyens. Après, il y a la maîtrise des compétences. La maîtrise des compétences, on l'a déjà vu un petit peu en illustration dans un des exemples sur lequel on faisait la différence entre Datadoc et Calliope, mais c'est la qualification et le développement des connaissances du personnel chargé de mise en œuvre des prestations. Donc, c'est là où, en fait, les formateurs, on va faire attention à ce qu'en fait, ils aient bien compris les objectifs. Quand on les recrute, le CVTech porte sur une identification des personnes. Voilà. Donc ça, il y a moins d'indicateurs, il n'y en a que 2. Mais ça veut dire que c'est pas parce qu'il n'y a que 2 indicateurs sur la maîtrise des compétences que ça doit être light, puisque ça veut dire qu'indirectement, c'est vraiment le cœur de pédagogique qui va être derrière. Et puis après, l'indicateur 6, je vais trop vite, il y a la veille et l'interaction. Alors ça fait peur. Ça fait peur parce qu'en fait, on se dit, waouh, il faut être dans la veille et l'interaction. Et en fait, c'est quoi? C'est que comme on est dans une norme de l'amélioration continue, on s'inscrit dans un investissement sur lequel ce n'est pas un one-shot, sur lequel on ferait une procédure au mois de septembre 2021, et puis après, on attend l'audit de surveillance et on se dit que tout ira bien dans le meilleur des mondes. Non, on est dans une veille sur laquelle on capte l'information, que ce soit une information sur le monde de la formation professionnelle, l'information sectorielle dans laquelle on va dispenser la formation, l'information sur l'animation pédagogique et les nouvelles techniques. Et ben tout ça, l'organisme de formation doit être avec une veille animée, ce qui veut dire qu'il faut valoriser les forums dans lesquels les organismes vont, il faut valoriser tous les temps d'abonnement, tous ces points-là pour montrer qu'on s'inscrit dans une veille et une action continue de l'amélioration. Et le dernier, c'est se faire évaluer. Alors ça, c'est pas le plus drôle, mais si on est dans un process qualité et que ce process qualité est dynamique et rend bien compte, eh ben, les parties prenantes, il y en a 4 de parties prenantes que sont le bénéficiaire, l'entreprise qui envoie en formation, le bénéficiaire c'est celui qui reçoit la formation, l'entreprise qui envoie en formation, les financeurs, les OPCO, l'État et autres, les régions, et puis l'équipe pédagogique. L'équipe pédagogique peut évaluer la structure qui est certifiée Calliope. Un organisme de formation qui est certifié Calliope, ce n'est pas une personne. Donc, les parties prenantes se font évaluer et donc là, elles font des retours de demandes avec ça. On le voit même nous dans nos cabinets, on anime de plus en plus des questionnaires à froid sur lesquels on pose la question comment, d'ailleurs, on l'a dans les formations, avez-vous aimé cette formation, etc. Et donc là, ces questions que vous posez à froid, l'organisme de formation doit désormais intégrer ça de manière systématique dans un process pour pouvoir se faire évaluer et rendre compte. Donc, quand on a dit ça, on n'a pas changé l'activité de l'organisme de formation. Mais par contre, on l'a mis avec des termes précis sur lesquels on attend des démonstrations derrière. Donc, en fait,
dans le conseil et l'animation du conseil que vous allez faire auprès de chacun des clients, ben, c'est pas une révolution en tant que telle. Mais par contre, il y a une forte attente. C'est-à-dire que l'auditeur, lui, il a une vraie attente derrière de le voir en démonstration. Ce qui veut dire que des us et coutumes, des usages et des choses sur lesquelles c'est tacite, ça ne marchera pas. C'est vraiment quelque chose qui doit être avec un process écrit et appliqué. Donc, voilà, c'est ça la grande nuance. Mais si vous voyez, conceptuellement, on n'a pas tout changé. C'est pas une. Mais par contre, il y a quelques petits points. On a mis en importance les personnes en situation de handicap sont fortement mis en valeur dans l'accompagnement de ce nouveau dispositif pour essayer de voir comment les organismes de formation peuvent soit les intégrer dans leur dispositif de formation, soit mettre en relation leur réseau pour pouvoir les orienter vers quelqu'un d'autre. Donc, on ne demande pas de changer, bien sûr, l'ensemble de vos lieux de formation, mais ça veut dire que si vous accueillez des personnes en situation de handicap, par exemple, vous devez avoir des lieux qui soient en capacité de les accueillir. Bon, donc, je ne sais pas si… Une fois qu'on a posé tous ces critères, qu'on voit nombreux avec beaucoup d'indicateurs à respecter, globalement, est-ce que ça va changer? Est-ce que c'est la révolution pour la structure? Comment ça va fonctionner au niveau des différents services? Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Oui, alors Nathalie, non, ça change pas tout. Alors là, ce qu'on a essayé de vous montrer à travers le slide, c'est de reprendre les différents services, quelle que soit la taille de l'organisme de formation et de l'association. C'est-à-dire qu'en fait, la structure, soit elle intègre tout parce qu'ils sont deux, soit il y a des services dédiés à chacun de ces services. Mais les petits enrobés bleus avec les numéros à l'intérieur, ce sont les indicateurs Calliope. Et après, vous retrouvez chaque service. Donc, on a collé des indicateurs à chaque service pour vous dire un petit peu quels sont les services associés et sollicités au titre des différents indicateurs. Donc, le service RH, par exemple, est fortement associé avec 5 indicateurs dédiés sur lesquels les RH vont devoir être associé. Ce n'est pas que le service pédagogique et de formation qui va être sollicité, c'est toute l'entreprise qui va se mettre dedans. Il y a un petit changement, c'est-à-dire que là, il y a une commission au sein de l'association qui va devoir intégrer un dispositif Calliope. Alors, c'est pas nécessairement le CODIR, mais il va falloir trouver l'organe au sein de la structure associative qui permette de réfléchir sur comment bien veiller de ne pas se mettre en porte-à-faux par rapport à la certification Calliope. Alors, la partie RH est importante, la partie communication, vous l'aurez bien compris, puisque c'était le premier critère, mais donc c'est un point important. La gestion des partenariats, tous les partenariats externes que vous avez, l'intelligence stratégique et la veille. Donc là, on a repris un petit peu l'ensemble des différents indicateurs. Vous voyez que la mise en œuvre et l'accompagnement des parcours, comme la partie RH, a 6 indicateurs clés qui sont associés. Donc là, on voit bien que on n'est pas, encore une fois, dans le détail du contenu, ça ne sera pas ça qui sera jaugé, c'est-à-dire que la formation et la qualité du contenu, ce n'est pas ça qui est jaugé. Ça, il y a d'autres organismes qui vont les jauger. Par exemple, si vous voulez vous faire inscrire votre formation au RNCP ou RS, c'est France Compétences qui va être derrière pour vérifier le référentiel que vous appliquez et il va juger le contenu. Et là, ce n'est pas ça la démarche. La démarche, c'est est-ce que j'ai bien un contenu associé à un objectif et qui est évaluable et opérationnel. Donc ça, c'est là où j'ai 6 indicateurs associés. Et en fait, in fine, dans les différentes fonctions, on voit bien que c'est toute l'entreprise les meilleures réussites des audits Calliope que l'on fait quand on les dispense, et ben en fait, c'est quand tous les services ont compris le besoin de l'équipe pédagogique et se sont associés à eux pour essayer tous de mettre la main à la pâte et d'être garant du système d'évolution qualité. Le service financier est aussi important puisqu'en fait, tous les services, on le verra tout à l'heure, mais le service financier va aider aussi à la partie analytique et suivi des différents indicateurs clés. Donc en fait, là, on ne le voit pas en pur direct dans le point, mais on le retrouvera juste un peu après. Donc tous les services de la structure sont réellement associés. Donc en fait, soit c'est une décision de gouvernance et de direction, et c'est un go par rapport à ce que disait Delphine, c'est-à-dire c'est un go réfléchi avec vous en tant que conseil en disant on y va et on va on a besoin de rendre éligible
les dispenses de nos formations au fonds public, et donc on va vers la certification Calliope. Donc ça veut dire une adhésion de la gouvernance, soit ça ne l'est pas, et là ça sera difficile parce qu'on risque de se retrouver avec des points de blocage sur certains indicateurs. Alors je voulais vous parler d'un autre point, c'est la fonction centrale. Dans le Calliope, en fait, si l'organisme de formation, l'association, a plusieurs sites. Alors, la notion que la DGEFP a bien reprécisée, il y a des questions-réponses qui sont sur le site de la DGEFP, qui sont accessibles en public, et dedans, ils ont bien reprécisé les notions de site et ce que c'était qu'un site. Donc, ça peut être soit une entité juridique distincte, mais qui fait partie du même groupe, soit c'est des établissements. C'est souvent ça d'ailleurs. Donc en tout cas, dès lors que la structure juridique a plusieurs sites ou qu'elle fait un partenariat et qui sont deux structures, mais ils font appel à un partenariat pour la dispense de leur formation. Quand il y a plusieurs sites, on rentre dans une démarche. Alors, la notion de site, pour être très précis, pour l'esprit de la DGEFP, c'est du personnel permanent salarié dans les tâches administratives en lien avec Calliope, commerciales en lien avec Calliope, ingénierie de la formation en lien avec Calliope, et qui sont sur deux lieux distincts. Donc voilà. Donc c'est ça la notion de site. Donc là, si vous répondez à cette démarche-là, il vous faut être garant en tant que conseil de l'existence d'une fonction centrale, parce qu'elle sera auditée lors de la certification Calliope. Si elle n'existe pas, ben, ça sera une non-conformité et l'organisme ne pourra pas avoir la délivrance du certificat Calliope. Alors, quel est l'objet de la fonction centrale? Elle est énoncée dans l'arrêté du mois de juin 2019. Donc, ceux que je vous ai cités juste avant, l'arrêté du mois de juin énonce la mission de la fonction centrale. Elle en a trois. C'est une mission administrative, une mission commerciale et une mission d'ingénierie de la formation. Donc, ces trois missions, en fait, on attend que la fonction centrale fasse un jeu de va-et-vient, c'est-à-dire qu'elle collecte l'information auprès des sites non, dans le bon sens, c'est elle diffuse les process que l'organisme de formation a mis en place dans le cadre de Calliope. Donc, l'organisme de formation est garant qu'il y aura une harmonie dans l'application des différents sites, des process qui ont été mis en place dans l'organisme de formation. Donc, il y a une diffusion par la fonction centrale de ces process auprès des différents sites, et ensuite, il y a une collecte de cette information, c'est-à-dire que la fonction centrale vérifie que les sites ont bien compris l'application de ces process, et la fonction centrale doit les analyser et éventuellement corriger des choses. Si jamais un site fait des choses complètement de manière disparate et que ce n'est pas cohérent avec les process Calliope, le site doit en être garant. Donc là, on crée le pur contrôle interne. Donc, je suis un peu long sur la fonction centrale, donc je vais dire, mais Delphine, on évoque tout le mode de fonctionnement de l'organisme de formation. Mais quelles sont les conséquences in fine? Oui, alors effectivement, hein, l'expert comptable, on l'a vu, va être là pour aider l'entité à se poser les bonnes questions. Mais au-delà de ça, de façon plus globale hein, sur le modèle de l'entité, hein, déjà les équilibres financiers avec les nouveaux circuits de financement. Est-ce qu'on a un risque de continuité d'exploitation si on est vraiment dépendant des fonds publics? On l'a vu tout à l'heure. Est-ce qu'on a le droit de se poser la question ou pas de se lancer dans la certification? Peut-être la question ne se pose pas en fait, hein, puisqu'il faut voir quels sont les différents accès au financement. Hein. On a vu les FSE, les régions, les OPCO, la Caisse des dépôts. Donc ça, c'est une question importante et primordiale. Et puis, il y a aussi la question du moment, les règles sanitaires. Il y a certaines entités qui ont dû fermer, voilà, qui ont dû finalement adapter leur activité. Et donc tout ça, c'est comment on le fait, est-ce qu'on se lance, quel coût ça a, est-ce qu'on sait développer des formations à distance, sinon on aura quelques difficultés. Donc voilà sur les questions que l'on peut aider à se poser sur les équilibres financiers. Mais on l'a dit, hein, au-delà de ça, ce sont des questions plus générales sur la lecture du modèle économique de l'organisme financier, de l'organisme de formation, pardon. En fait,
cette certification, elle fait peur. C'est un peu un inconnu. Voilà, donc comment on peut s'approprier cette certification? Finalement, c'est avoir des clés de relecture de son modèle organisationnel. Et finalement aussi, quels sont les process à mettre en place qui serviront aussi pour cette certification. Donc, c'est comment on adapte le modèle aux nouvelles offres de formation, hein, on l'a vu, notamment à distance. On l'a vu également, est-ce que finalement, on ne va pas mettre en place de la sous-traitance, hein, et on verra tout à l'heure aussi les obligations des sous-traitants. Est-ce qu'on ne va pas devoir se regrouper avec d'autres entités finalement pour être plus fort face à cette certification? Et puis, Fabien l'a évoqué aussi, hein, l'importance des systèmes d'information. Est-ce qu'on est sur des systèmes d'information obsolètes qui sont plus adaptés? Est-ce qu'on va devoir investir? Donc ça, ce sont des questions que l'expert comptable peut aider à se poser et à mettre en place. À travers la réorganisation qu'il faut mettre en place, les formations à apporter, notamment pour que les salariés maîtrisent tous les nouveaux process, la formalisation des procédures, hein, on l'a évoqué, les choses elles existent, hein, on a son collègue qui est en face, on lui parlait, maintenant tout ça doit être écrit. Et puis les nouveaux outils. Donc cette organisation, elle est assez globale et importante. Elle a aussi besoin d'un suivi analytique. Fabien va revenir dessus. Alors, ce suivi analytique, en fait, il est important. Et là, c'est vrai que notre rôle de conseil et d'aide du plan comptable analytique auprès des organismes de formation, il était déjà réel et fort et présent pour les BPF. Donc ça, c'est ce qu'on rappelle. C'est une exigence qui existait, mais qui les BPF évoluent aussi un petit peu dans leur forme. Et donc, il y a des obligations à bien respecter et à faire attention. Ça concerne tous les prestataires, hein, toutes les prestations de formation, donc OFF, CFA et autres. Donc, en fait, la réforme amplifie plutôt l'information qu'elle la réduit. Donc, ce qui veut dire que l'importance de l'analytique augmente même pour la structure, qu'elle est une bonne clé de lecture de ce qu'elle fait. Et n'oubliez pas qu'un BPF qui n'est pas fait peut entraîner la caducité de la déclaration d'activité. Donc là, c'est dramatique au niveau d'un organisme de formation si c'est son seul champ d'activité pour l'association. Ça veut dire que c'est une fin d'activité derrière. Donc là, c'est quand même très important. Et puis après, c'est vrai qu'on voit que la loi est très présente aussi sur cette clé de lecture, puisqu'en fait, on a un arrêté qui n'est pas si vieux que ça, hein, puisque c'était du 21 juillet 2020, et donc la première application, elle vient de se faire sur les exercices clos au 31 décembre 2020. Donc, obligation d'avoir une comptabilité analytique pour les CFA qui ont été chahutés un petit peu dans leur organisation, mais ce qui veut dire que l'analytique est de nouveau présent ici, avec toutes les gestions derrière. On a mis tous les points forts de gestion particulière sur la sous-traitance, sur les conventionnements qui sont faits, avec les UFO et autres, donc les délégations d'enseignement. Donc en fait, c'est vrai qu'on voit que l'analytique n'est pas anodine dans la façon dont l'organisme de formation doit la gérer et nous l'appuyer en conseil. Alors, ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est une fois qu'on est certifié Calliope, en fait, on comprend que dans la loi, c'est pas un one shot et c'est pas fini. En fait, on rentre dans un process d'amélioration continue et avec un auditeur qui revient plus ou moins chaque année. Donc en fait, il y a le temps des audits de surveillance. Après l'audit initial qui permet la délivrance de la certification Calliope, il y a un audit de surveillance, puis le fameux audit de renouvellement, ce qu'on vient de vous présenter juste avant dans les slides. Donc, en fait, ce qui est important, c'est qu'il va falloir aussi avoir des clés de relecture et créer les indicateurs qui sont importants pour pouvoir veiller aux points qui nécessitent des axes d'amélioration ou des veilles, si jamais il y a des surcoûts de certaines formations, par certains dispositifs. Ça va permettre des clés de relecture, en fait, à travers les commissions internes de la structure de l'organisation, de l'organisme de formation. Et donc, en fait,
il faut définir les bons indicateurs. Après, il faut définir les outils de veille, sur quoi on met la captation. Le plan comptable analytique, on l'a vu, il faut définir s'il est réellement pertinent ou pas, ou sinon, il y a une notion à repenser dessus. Vous l'avez compris, on est dans une démonstration et une tendance, et puis ce que disait Delphine juste avant, les évolutions font que peut-être qu'à cause des mesures sanitaires, on est passé plus vers le numérique. Donc, si on est passé plus vers le numérique, on a de la donnée, de la data. Donc, comment elles sont archivées ces données, puisque c'est des clés de relecture dans le cadre de Calliope, puisque les audits de surveillance vont relire ce qui s'est passé dans l'année qui vient de s'écouler. Donc, et les organismes et les autres, n'oubliez pas, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, la CDC fait des contrôles aussi. Donc, ça veut dire que les données doivent être accessibles et lisibles par tous les tiers qui font des contrôles. Ici, vous avez un commissaire en compte de par les seuils, pareil. Donc, en fait, dans le cadre du processus d'amélioration continue, est-ce que les salariés maîtrisent les indicateurs, puisque ce n'est pas un process avec un seul service, vous l'avez bien compris, ce sont plusieurs services qui sont associés. Donc, en fait, est-ce que les salariés maîtrisent les indicateurs et tout le mode de fonctionnement qui a évolué? Et est-ce que les procédures sont correctement formalisées? C'est d'autant plus important que vous l'avez vu dans les lieux multisites, c'est des points qui sont très importants que les procédures, sur lesquels les procédures doivent être formalisées. Donc, ça, c'est pour vous dire, une fois qu'on est certifié, ça ne s'arrête pas. Mais justement, Nathalie, ça ne s'arrête pas, mais est-ce que le 1er janvier 2022, c'est le glas qui tombe et c'est sans transition? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une tolérance pendant cette période de transition. On est au 1er janvier 2022. En fait, les associations qui disposent déjà d'un portefeuille de formations non encore totalement réalisées et avec des formations donc, qui vont devoir se réaliser en début 2022 pourront les réaliser même si elles ne sont pas certifiées Calliope. Parce que ces formations existaient qu'au moment de la signature de la convention de financement, l'obligation Calliope n'existait pas, donc on permet aux structures qui ont des formations à réaliser de pouvoir les faire même si elles n'ont pas encore la certification. Par contre, comme Calliope devient obligatoire au 1er janvier 2022 et qu'aujourd'hui tous les nouveaux contrats tous les nouveaux marchés qui sont en train d'être signés ont cette exigence, les structures vont devoir soit être certifiées ou soit prouver, il y a quand même une tolérance pour celles qui n'ont pas encore obtenu la certification, mais elles vont devoir démontrer qu'elles sont dans la démarche de certification, c'est-à-dire qu'elles ont déjà contractualisé avec un organisme certificateur, qu'elles ont commencé à mettre en place des outils et que donc, voilà, le processus est engagé et qu'elles seront a priori certifiées dans l'année 2022. Donc, il faut absolument que cette certification aboutisse pour ces structures à fin 2022 parce qu'après, il n'y aura plus de tolérance et si elles ne sont pas certifiées, elles ne pourront pas avoir accès aux différents financements qu'a décrit Fabien tout à l'heure. Donc, après avoir décrit l'ensemble de ces éléments et vu donc un peu de quoi il s'agissait, l'ensemble des critères, l'ensemble un peu des outils à mettre en place dans les différentes structures, nous avons interviewé quelques associations pour avoir un petit peu un retour d'expérience, savoir comment ça s'était passé et comment elles avaient ressenti les choses. Donc, on va vous faire part un peu de ce retour. Donc d'abord le cadre des organismes certificateurs, un petit peu comment ils travaillent vers les structures et puis après est-ce que c'est une contrainte ou une opportunité pour les associations ce fameux label qualité. Donc les organismes certificateurs en tant que tels, pour pouvoir être habilités, ils doivent absolument suivre le référentiel unique national de qualité dont a beaucoup parlé Fabien tout à l'heure. Comme ça a aussi été évoqué, la certification va attester de la qualité des processus et du fonctionnement mis en œuvre par les prestataires concourant au développement. Donc c'est vraiment, on est dans un suivi du processus et du fonctionnement et de la mise en œuvre. On n'est pas du tout dans l'évaluation
du programme de formation. On n'est pas dans le technique, dans quel est le programme de formation, mais par contre, est-ce qu'on a des outils pour pouvoir s'assurer que son suivi de gestion, son suivi opérationnel est bien fait et qu'on va donner à voir sur les formations dispensées. Donc avec effectivement le retour sur des stagiaires sur la qualité de la formation, l'information qui est un critère important qui a été cité, ce genre de choses. Alors, est-ce une contrainte ou une opportunité pour les associations? Ce qu'on constate, c'est que d'abord, c'est une démarche qui est très longue et très chronophage. Toutes les associations qu'on a entendues ont dit nous, on a mis entre 6 à 8 mois pour obtenir la certification. Entre le moment où ils ont commencé à travailler avec un organisme certificateur et puis le moment où ils ont passé l'audit final. Ça a vraiment mobilisé tous les services de l'entité, comme ça a été décrit tout à l'heure, parce qu'effectivement, la mise en place d'outils sur tout ce qui est circulation de l'information, circulation des données opérationnelles, mobilisation de la communication, mobilisation des retours, le suivi des stagiaires, le suivi des formateurs, la formation des formateurs. Enfin, voilà, donc on est vraiment sur un volume comment dire, un ensemble complet d'informations et de travail dans les différents services. Après, les étapes pour obtenir la certification. Donc, les structures ont dû choisir un organisme certificateur, puisqu'il y en a aujourd'hui un certain nombre qui ont été autorisés par la COFRAC. Et puis, éventuellement, certaines structures se sont fait accompagner en plus par un cabinet conseil. C'est-à-dire que le cabinet conseil, c'est un autre consultant qui vient aider la structure à mettre en place les outils pour pouvoir répondre aux critères que le cabinet certificateur va évaluer. Et donc, pour ce faire, forcément, ils vont travailler sur ces différents indicateurs pour savoir les outils existants. Et puis, est-ce que c'est suffisant ou pas pour la formalisation? On a vu qu'on était dans la formalisation des process. Et donc, il va falloir écrire, il va falloir mettre en place des tableaux de suivi, il va falloir mettre en place vraiment un ensemble d'outils pour montrer qu'on a fait. Et donc, du coup, tous ces outils, il va falloir travailler dessus et les mettre en place si besoin. Ensuite, avant l'audit final, il y a très souvent, c'est recommandé, mais elles l'ont toutes fait, de fait, c'est un audit blanc ou un pré-audit, qui est en fait le fait de passer la certification de façon à voir est-ce qu'on répond bien aux critères, est-ce que si on faisait l'audit final, finalement, on pourrait l'obtenir. Et donc, ça permet de pouvoir corriger s'il reste éventuellement des outils qui permettent pas de bien voir ce qui a été mis en place ou s'il manque un lien, etc. et de pouvoir mettre en place les choses complémentaires. Et donc, pour finir, l'audit final de certification qui permet la délivrance du certificat Calliope. Oui, alors Nathalie, on a compris, il y a une démarche longue, il y a plusieurs étapes, mais au final, les associations que tu as pu interroger, elles l'ont vécu comment cette certification? C'est une contrainte ou une opportunité? Alors en fait, ça dépend beaucoup des différentes associations, organismes de formation, puisque selon le volume de formation qu'elles réalisent, en fait, elles l'ont subi de façon plus ou moins facilement. Pour celles qui font de la formation, qui ne font que de la formation, qui sont des vrais organismes de formation et qui ne font que cette activité-là, en fait, elles étaient déjà assez organisées, elles avaient déjà beaucoup d'outils et donc ça rajoute un petit peu de lourdeur, mais globalement, elles voient plutôt ça comme un axe d'amélioration, quelque chose qui va leur permettre de mieux réaliser leur formation. Donc, elles l'ont pris de façon plutôt positive. Celles qui gèrent plusieurs activités, dont la formation, mais quand même avec un volume de formation important, ça a été mitigé. Mais globalement, c'est plutôt positif. Elles ont mis en place les tableaux, elles vont faire les choses parce que, pareil, elles ont une certaine habitude. Par contre, pour les petites associations qui réalisent que quelques formations, mais qui ont du financement public qu'elles ne veulent pas perdre sur ces formations, notamment avec la région ou la ville,
pour elles, déjà, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'elles ont moins de personnel qui s'en occupe, elles ont moins de moyens par rapport à ça parce que c'est vraiment une activité accessoire. Et donc, du coup, la lourdeur de Calliope et de tous les tableaux, de tout le suivi qui doit être mis en face, voilà, ça fait que c'est vécu vraiment de façon avec une plus ou moins grande acceptabilité l'ensemble de ces éléments. Oui, donc l'idée éventuellement de se regrouper, hein, qu'on a évoqué tout à l'heure pour ces toutes petites entités. Et alors, cette obligation de certification, elle se répercute comment? Parce qu'on a vu qu'il y avait l'activité qui pouvait être exercée en tant qu'indépendant et aussi à travers les sous-traitants. Donc, comment ça se passe dans ce cas-là? Oui, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc cette certification, elle est obligatoire pour les sociétés et les associations, organismes de formation. J'ai vu dans les questions de tout à l'heure, si on demandait qu'il n'y avait que les associations concernées. Non, non, tout le monde est concerné, aussi bien les sociétés que les associations, également les formateurs indépendants s'ils dépensent des formations en direct. Donc c'est une certification obligatoire pour tous les organismes de formation, quel que soit leur statut. Après, ce qu'il faut savoir sur les sous-traitants ou les co-traitants, parce que très souvent les structures fonctionnent avec des partenaires avec qui ils vont sous-traiter ou, voilà, ou travailler ensemble en co-traitance. Donc ces partenaires n'ont pas forcément l'obligation d'être certifiés, puisqu'ils vont apparaître derrière la structure qui elle-même est certifiée. Par contre, ils doivent respecter les critères Calliope. Et ça veut dire que la structure qui va travailler avec des sous-traitants ou en co-traitance va devoir s'assurer que l'ensemble des processus qui sont mis en place vont bien être respectés par ces autres organismes avec lesquels ils travaillent. Et donc, ça doit être prouvé par tout moyen. Donc, ça veut dire qu'ils vont devoir remplir des états, faire des feuilles avec eux et faire des échanges, de façon à montrer qu'ils respectent bien les critères et après pouvoir en rendre compte au moment où il y aura justement ces contrôles à mi-parcours et puis pour le renouvellement à la fin. Et l'autre point à savoir important pour les associations, c'est que le respect des critères Calliope est également obligatoire pour les bénévoles formateurs. C'est-à-dire que les bénévoles, donc forcément, vont pas être certifiés en tant que tels, mais ils travaillent dans une association qui est certifiée. Donc à partir de là, ils doivent respecter les critères au même titre que les salariés doivent suivre tout l'ensemble des processus. Et donc, effectivement, Calliope, donc, c'est aussi un outil de communication et c'est là qu'on voit que ça peut être effectivement une opportunité. N'est-ce pas, Fabien? Voilà, tout à fait. Alors, vous l'aurez compris, hein, communication, c'est le critère 1, la communication de Calliope. Donc, on le retrouve aussi bien en communication interne. Donc, ça va être tous les dispositifs que mettra en place. Alors, c'est vrai que pour bien réinsister ce que disait Nathalie, hein, on parle sous l'angle associatif puisque c'est l'objet du petit déjeuner, du webinaire de ce matin. Mais c'est vrai que ça concerne toute entreprise qui rentre dans une démarche d'obligation, oui, puisqu'en fait, une démarche de volonté de rendre éligibles ces formations au fonds public, et ben dans ce cas-là, il y a cette obligation d'être certifié Calliope. Donc en fait, tous les dispositifs de communication interne vont vraiment aider à améliorer in fine, le suivi des activités, on l'a vu tout à l'heure aussi avec le couplage de la comptabilité analytique notamment. Ça va permettre un meilleur process pour le suivi des équipes, des intervenants internes et externes. Donc, communication interne forte, ça rentre aussi ce qu'on appelait ou qu'on appelle toujours les plans stratégiques, un plan d'amélioration continue de l'entité. Donc, ce qu'on disait aussi, c'est ça touche le modèle économique. Donc, en fait, ça vient, ça rentre aussi dans une communication où on porte un projet, et c'est un changement de conduite de projet. Donc, en fait, c'est important. Et puis, c'est aussi un outil de management et d'amélioration, d'évolution des pratiques. Ça mobilise les équipes. Donc, alors, c'est certain qu'on ne peut pas se voiler la face. Ça reste lourd pour les petites structures qui font peu de formation, mais ça peut être, ce que disaient Delphine et Nathalie, c'est un enjeu de survie aussi. Hein. Donc voilà, c'est le lien qu'il faut déterminer. Et puis justement, ça peut inciter à des regroupements ou une externalisation de l'activité au sein d'une structure de formation doc si c'est nécessaire.
Et puis après, en dehors de la communication interne, ça a aussi un effet de communication externe, parce que c'est certain, ce qu'on vous disait, c'est le Calliope est associé à une marque d'État, qui est protégée et surveillée par l'État, qui confère une légitimité et une crédibilité aux organismes de formation. Donc, ça veut dire qu'à ce jour, il y en a 10 000 à peu près qui peuvent communiquer avec Calliope de manière officielle, donc sur lequel ils le font et ils sont très actifs sur les réseaux là-dessus, puisqu'en fait, c'est une démarche aussi concurrentielle, puisque ça capte aussi un marché. C'est une preuve qualité. On connaissait bien la qualité ISO 9001, mais voilà, c'est une autre marque qualité. C'est la marque Calliope. Et donc, en fait, derrière, ça permet de se distinguer aussi de ses concurrents quand on est dans un champ concurrentiel. Et puis, c'est une communication vis-à-vis du public, puisque c'est une marque sur laquelle vous allez communiquer, du moins les organismes de formation vont communiquer. Et en fait, elle peut permettre aux organismes de formation de mettre en avant leur savoir-faire, leur différenciation. Dans le secteur associatif, on en parle d'autant plus que l'objet social et la raison d'être de l'association est désormais mis dans les annexes comptables avec le nouveau règlement. Mais c'est vrai que ça permet aussi de montrer leur force à travers Calliope. Et puis, ça ouvre aussi la possibilité de postuler à d'autres financements, des réflexions, des accès au financement, ce qu'on voyait sur le fameux slide au tout début, des différentes typologies de financement à travers la CUFPA. Voilà. Donc ça, la communication externe, elle est aussi importante dans la gestion des opportunités. Et puis, si on monte le prochain slide sur, sur justement les règlements, le règlement comptable. En fait, c'est vrai que Calliope s'associe aussi dans la communication externe avec les informations que l'on peut mettre dans l'annexe comptable, puisque en fait, dans le nouveau règlement, dans les principes et méthodes, et désormais, on doit, ça c'est ce qui est imposé dans le nouveau règlement pour le secteur associatif, on doit présenter l'objet social, la nature et le périmètre des activités, la mission sociale réalisée, les moyens qu'elle met en œuvre. C'est là où, en fait, dans la communication externe, mettre aussi la partie Calliope, ça a tout son sens pour montrer aussi la pérennité vis-à-vis des subventionneurs. Quand les comptes sont publiés à la préfecture, voilà, c'est lisible, on voit ce que fait l'association. Idem, puisqu'on avait eu la question, mais idem pour les entreprises, bien sûr. Voilà. Donc, ce point-là, je dirais que dans la communication externe couplée au règlement, a tout son sens aussi. À partir du moment où on est rentré dans la démarche et qu'on s'est approprié la certification Calliope, on est rentré dans un référentiel Calliope. Et on a le référentiel comptable aussi qui peut être lié aux deux. Juste un petit focus sur les logiciels et autres appuis. On les a cités un petit peu tout à l'heure. Il y a différents instruments qui naissent sur le marché, qui sont proposés pour aider les organismes de formation dans leur démarche Calliope. Et en fait, vous avez des logiciels qui sont des logiciels purement de suivi des activités de formation, comme Hypareo, qui ont des connotations aussi pas mal apprentissage. Donc ça, c'est dans le secteur de la formation et c'est vraiment lié à la formation. Vous avez des logiciels d'appui de la gestion de la qualité, Callio, Sageval. Vous avez aussi désormais à mettre en place des outils, l'accompagnement aussi dans le conseil des organismes de formation, ça sera aussi quels sont leurs outils qu'ils ont développés, les kits qu'ils ont composés pour pouvoir permettre aux intervenants internes et externes de s'approprier les process. Donc, en fait, ça sera soit à partir d'existants, soit créé purement en interne. Et puis après, c'est vrai qu'il y a plein de formations spécifiques qui se sont faites. Il y a beaucoup de développement sur la formation à distance, de plus en plus. Donc, voilà. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui font que le monde de la formation associé à la démarche Calliope se développe de plus en plus. Et c'est un secteur qui continue à muter, puisque loi de 2018, application 1er janvier 2022 de manière obligatoire. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que ce sont plein de veille à avoir sur le secteur. Alors, on a fait Nous vous remercions de votre écoute. Nous avons tenu les délais. Il nous reste 10 minutes pour répondre à vos questions. Donc, nous allons regarder les différentes questions. Vous pouvez poser vos questions sur le chat et donc nous allons y répondre maintenant. Alors, la première question qui était posée, c'était justement, est-ce que la qualification s'adresse uniquement
aux associations ou bien également aux entreprises de formation. Alors, vous l'aurez compris, ça s'adresse aux deux. C'est toute entité juridique, c'est ce qu'avait redit Nathalie, c'est qu'en fait, dès lors que vous êtes un organisme de formation, vous voulez rendre éligible vos formations à des remboursements ou des financements de fonds publics, et ben en fait, fonds publics ou fonds mutualisés, dès lors, vous êtes dans l'obligation au 1er janvier 2022 d'être certifié Calliope. Donc en fait, toute entité, quelle qu'elle soit, rentre dans ce schéma-là dès qu'elle ira chercher des fonds publics ou mutualisés. Donc ça s'adresse donc pas que aux associations, mais à toute entité. Le poli, y aura-t-il un poli, le document nous nous présenter, Nathalie, oui, hein, c'est par le Oui, site. oui. Il sera effectivement normalement adressé aux personnes qui ont suivi le webinaire par l'ordre. Il sera accessible en tout cas sur le site de l'ordre s'il vous est pas adressé, mais oui, oui, vous pourrez l'avoir. Alors après, je voyais quel est le coût de la certification. Alors la certification, son coût, il est avec deux éléments. Un élément fixe, c'est le nombre de jours d'audit, parce que le nombre de jours d'audit est défini de par la loi, et donc en fait, en fonction du seuil de chiffre d'affaires de l'organisme de formation, donc le seuil de chiffre d'affaires, c'est celui qui est lu sur le BPF uniquement, ça permet de calculer un nombre de jours. Et ça, c'est aucun organisme certificateur ne peut déroger à ce mode opératoire. Tous doivent avoir le même nombre de jours en calcul. Après, la variable, c'est le coût journée. Et le coût journée, il faut compter entre, allez, je vais donner les grandes variables, je n'ai pas refait un point d'actualité, mais c'est entre 900 et 1000, 1002 ou 1003 en fonction des organismes, ou 1004, je n'en sais rien exactement. Mais donc, ça va tourner entre ces eaux-là. Il faut comprendre qu'une structure qui a moins de 150 000 euros de chiffre d'affaires en BPF, qui est le premier seuil, aura qu'une seule journée d'audit initiale. Voilà, donc ça fait un coût à environ 1 000 euros pour la journée d'audit. Et il y avait une autre question sur combien facturer là quand on est en mission de conseil pour un expert comptable ou en audit, comment la vendre aux clients ou aux prospects. En conseil, là, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de fixe et de variable. En fait, le conseil est d'autant plus important que vous l'avez bien compris. Les organismes certificateurs, nous, on propose le pré-audit. Mais le pré-audit, de par les obligations du COFRAC, n'est que la moitié et ne peut pas être supérieur à une mission d'audit. Donc, en fait, par défaut, il avoisinera 500 euros à un pré-audit. Donc, la mission de conseil a tout son sens parce qu'en fait, le conseil va être beaucoup plus nourri et dans l'accompagnement, plus en fait, vous allez dans le fonctionnement, dans les outils. Donc en fait, ça peut être des missions qui peuvent être en fonction de ce que vous allez mettre comme typologie d'aide derrière, si c'est un appui technique avec les outils, la plateforme informatique, la communication du site, tous les process et des rédactions de process et pas uniquement des vérifications de process, vous pouvez aller avec un temps passé qui peut être beaucoup plus élevé, je ne sais pas, mais ça peut prendre une semaine dans l'accompagnement. Après, ça va dépendre aussi de la structure. Donc là, le conseil, vous êtes beaucoup plus libre dans la notion de conseil. Ça va être un peu par rapport à ce qu'on vous a présenté, ça va être une cartographie que vous allez décider un petit peu sur quel point vous allez vous positionner pour aider la structure dans la conduite. Et puis après, vous l'avez bien compris, il y a une récurrence aussi. Et c'est pareil, le conseil peut revenir avant l'audit de surveillance. Après, je voyais, pouvez-vous nous donner une idée de budget global d'une certification pour une association de 500 de produits? Alors, si c'est 500 de produits, alors la nuance que je fais, c'est si c'est 500 de produits formation, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez bien compris, on lit uniquement le BPF, et donc si comme on l'a dit dans les slides précédents, vous avez différentes cœurs d'activités, formation et autres activités qui n'ont rien à voir avec la formation. Je vais retenir le 500 purement formation. Dans ce cas-là, 500 formation, vous êtes dans le seuil 2, puisque le deuxième seuil de Calliope, c'est entre 150 et 700. Donc, en fait, vous êtes dans le deuxième seuil.
Et là, en fait, je dirais, je vais faire une nuance. Tout à l'heure, je ne l'ai pas fait, mais je vais la faire là. C'est qu'en fait, ça va dépendre aussi du nombre de catégories d'actions de formation que vous allez prendre. Et si vous êtes que action de formation, ça sera 1 jour et demi pour un 500. Si vous êtes action de formation et apprentissage, vous allez rajouter une demi-journée. Si vous êtes action de formation, apprentissage et VAE ou bilan de compétences, à chaque fois, vous rajoutez des demi-journées. Tout ça, c'est codifié dans la loi aussi, de la même manière. Et si vous êtes multisite, rebelote, vous rajoutez une demi-journée. Donc, en fait, les variables, ça va être quoi? Le nombre de catégories, bien sûr, le chiffre d'affaires, c'est la première clé d'entrée, le nombre de catégories, le nombre de sites. Voilà, donc c'est ça qu'il faut retenir en fonction de votre organisation interne. Ça peut varier un petit peu. Maintenant, sauf si vous êtes une très grosse association avec plein de sites, ça sera rarement un audit d'une semaine. Ça va tourner entre 2 jours pour 1 jour pour la minimum et puis 4 ou 5 jours maximum. Voilà. Alors, si une structure n'est pas certifiée Calliope, cela remet-il en cause l'exonération de TVA sur les activités de formation? Non, en fait, toute la partie fiscale reste la structure juridique. Donc, en fait, la structure juridique et son schéma fiscal lui est propre. Et ce que vous avez bien compris, c'est pouvoir rendre éligibles les formations à des financements de fonds publics uniquement. Et donc, ce qui veut dire que si vous êtes avec des fonds privés ou autres, vous continuez votre fiscalité telle que vous êtes et telle que vous l'étiez auparavant. Donc, ça ne change rien du tout. Ça veut dire qu'en fait, si vous n'êtes pas certifié Calliope, vous perdez le droit à recevoir des fonds publics. Alors, par contre, si vous aviez des prorata de TVA parce que vous aviez une partie avec des subventions, une partie sans subvention, etc. Ah oui, c'est certain que si vous perdez toutes les subventions et que vous n'avez plus de notion de financement public, ça aura une incidence TVA. Mais sinon, en dehors de ça, il n'y a pas d'incidence TVA sur le cheminement. Le fait d'être certifié Calliope n'a pas d'incidence sur la TVA. Ça vous permet une pérennité d'activité. Et la dernière question, puisque nous arrivons bientôt à la limite de notre temps, c'est comment présenter le travail qui est fait à l'auditeur? Est-il préférable d'intégrer les documents en un seul? Ah non, non. En fait, dans la présentation pour l'audit certification Calliope, faites-le vraiment par indicateur. Et en fait, vous prenez chaque indicateur qui vous sont applicables et vous mettez les process qui vous faites comme un cycle traditionnel, c'est-à-dire un cycle social, cycle fiscal, cycle. Vous faites la même chose, mais par indicateur, où vous mettez vos process à l'intérieur et vous répondez indicateur par indicateur. Par contre, retenez juste une chose. Ne paniquez pas si vous voyez que, en fait, dans un indicateur, vous avez mis un process, vous avez mis des pièces justificatives de la démonstration de comment est organisé l'organisme de formation, et puis quelques indicateurs plus tard, vous avez l'impression que vous reprenez le même process. Oui, c'est pas gênant. C'est une technique d'audit, Calliope. Donc, l'État l'a pensé en technique d'audit. Donc, il fait répéter les choses à travers différents indicateurs. Il reprend l'indicateur qui a peut-être été dit précédemment et il réapprofondit un peu plus loin. Donc, avec une nuance, mais il réapprofondit. Donc, vous pouvez tout à fait avoir un process qui a été défini à l'indicateur 1 et qui est repris à l'indicateur 17 ou autre de manière plus détaillée. Mais c'est pas grave, vous repartez de la base et une fois que vous l'avez bien nourri complètement, vous le mettez au 1 ou au 17 de la même manière. Mais par contre, faites-le par indicateur. Voilà. Écoutez, nous vous remercions de nous avoir écoutés. J'espère que ce webinaire ce matin vous aura permis d'en savoir un peu plus sur la certification Calliope et que voilà, que ça vous aura apporté des réponses. Dans tous les cas, n'hésitez pas à revenir vers votre expert comptable si vous avez des questions. Et puis, bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.